Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez en Afrique de l'Ouest avec Doris. À 65 ans, elle a marché 1700 km le long du fleuve Sénégal, puis traversé 11 pays à moto à 80 ans. Dans cet épisode, elle vous raconte ses aventures en Afrique, les peuples rencontrés et sa philosophie de vie sur la liberté et l'espoir. Cet épisode est une invitation à ne jamais s'arrêter de rêver, quel que soit notre âge. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Doris. Bonjour, Comment allez-vous aujourd'hui? ça va? Avec la chaleur, on s'adapte, tout va bien. Effectivement, là on est en plein dedans. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous poser la petite question que je pose à mes invités. Comment vous décrirez votre entourage? Mon entourage me décrit comme, originale, aventurière, presque toute ma vie, j'ai eu plusieurs vies en une. Bon, j'ai pas fini encore ma vie, hein, j'ai encore plein de projets. Mais bon, au début, mon entourage était un peu inquiet, mais maintenant ça va, ils ont pris l'habitude. Merci d'avoir joué le jeu et du coup, on va parler de votre vie. Effectivement, vous l'avez dit, vous avez 1000 vies, en une. On a plein de choses à aborder ensemble et je suis vraiment honorée et tellement heureuse qu'on puisse, échanger aujourd'hui, puisqu'on va parler de plein d'aventures parce qu'en fait, vous avez fait plus de 20 000 kilomètres d'aventures en Afrique, que ça soit à pied ou à moto. On va parler de ces 2 aventures. Mais avant tout, ça serait peut-être intéressant pour l'audience de comprendre un petit peu justement ces 1000 vies. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, un petit peu le déroulé? Alors j'imagine que c'est peut-être pas l'exercice le plus évident de condenser, sa vie en quelques minutes, mais en général, quand vous vous présentez aux gens, qu'est-ce que vous aimez leur, raconter sur votre parcours? Comme petite présentation, je vais dire que je m'appelle Doris Lacombe, j'ai 83 ans et demi et je suis née à Vichy sous l'occupation. Et puis je suis d'une famille, très classique et moi j'ai été l'originale de la famille. Voilà, ça a commencé comme ça parce que mon prénom déjà n'est pas tout à fait ordinaire, mais je ne l'ai pas choisi. Voilà, en plus, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, j'ai pas tout à fait fait ce que je voulais. Je voulais être, vétérinaire primatologue, je voulais être parachutiste à 18 ans, mais à mon époque, ça ne se faisait pas de décider de sa carrière. Donc ma maman, qui était un petit peu artiste aussi, a dit: «Tu danseras et tu seras danseuse». Mon papa a dit: «Tu danseras quand tu auras ton bac». Donc j'ai dû passer mon bac et après je suis devenue danseuse. Voilà l'histoire. Et puis après, vous avez aussi eu un parcours très varié puisque vous vous êtes retrouvée à devenir bergère, en fait, par amour, il me semble. Alors j'ai eu quand même, comme vous avez dit, plusieurs, dizaines de vies, dont 4 principales. Mais si vous voulez, je peux vous énumérer, tous les métiers que j'ai faits, entre autres, parce que j'étais seule pour élever mes enfants la plupart du temps, donc il a fallu que je gagne des sous et en étant artiste, on ne gagne pas beaucoup d'argent, surtout à cette époque-là. Après ma carrière de danseuse étoile qui s'est achevée plus tôt que prévu parce que j'ai eu un accident à la hanche, donc j'ai été professeure de danse pendant de longues années. Et entre-temps ou parallèlement, alors, j'ai été maître de ballet, accompagnatrice de ski ou d'équitation, gardienne d'enfants, de malades, de personnes âgées ou handicapées, dame de compagnie, chauffeur, femme de ménage, bergère, vendangeuse, fondatrice et directrice d'une école de cirque, clown, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, répétitrice, en Afrique surtout, infirmière de brousse, aventurière, exploratrice, photographe, écrivain, nomade ou vagabonde selon, et maintenant motarde. Voilà en gros ma vie. Eh bien et quand vous me faites cette liste comme ça, est-ce que, il y a peut-être le top 3 de ce que vous avez préféré faire dans tout ça? Tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a toujours apporté beaucoup de satisfaction. En gros, pour résumer tout ce que j'ai fait, je me suis toujours occupée des autres. D'une manière ou d'une autre, ma vie c'était et ça continue tournée vers les autres. Car, actuellement, je prépare donc mon prochain road trip, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai toujours un but humanitaire quand je fais, mes voyages, que ce soit à pied ou maintenant à moto.
Et ce que j'ai préféré, vous me demandiez? Mon époque de bergère a été tout à fait exceptionnelle, extrêmement dure et difficile, parce qu'on croit que oui, on garde les moutons dans la montagne, mais non. Et puis, une autre période, c'est mon école de cirque. Ça a été quelque chose de fantastique. On a extraordinaire aussi. Ça fera tout ça, ça fera l'objet de mon prochain livre qui sera mon autobiographie. Donc en 4 tomes. Il faut que je me dépêche de l'écrire. Oui, j'allais dire là, il va y avoir de nombreux chapitres et vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc là, peut-être que les auditeurs se disent: «Mais, voilà, pourquoi l'Afrique, dans tout ce parcours?» parce que si je me rappelle bien, en fait, c'est parti de l'invitation d'une amie qui vous a proposé de venir en Mauritanie pour, venir vérifier si l'eau arrivait bien dans une école. Vous vous êtes dit: «Bon, bah, pourquoi pas? J'y vais», si j'ai bien compris. Et là, en fait, ça a été tout le fil rouge qui s'est déroulé et en fait, je crois que vous disiez dans une interview, en fait, l'Afrique vous a attrapé et pendant une vingtaine d'années, au final. Plus que ça même, puisque ça continue. Oui, c'est vrai en plus. Mon 1er La première fois que j'ai mis le pied en Afrique, donc à la suite de ce que vous venez de dire, c'était en novembre 1998. Donc ça fait quand même, un certain nombre d'années, je vais pas compter, mais ça fait longtemps. Et bon, maintenant je vais passer à autre chose. On en parlera tout à l'heure dans mon prochain road trip. Mais j'ai été vraiment, captivée par l'Afrique. Toutes les ethnies que j'ai pu rencontrer, les différentes populations, les je suis pas té quand je fais un voyage, je ne ce n'est pas un voyage touristique. Qu'est-ce qui ressemble plus à une cascade qu'une autre cascade? Bon, je veux pas paraître blasée, mais je suis surtout attirée par les populations, par les gens, dans les petits villages, dans les hameaux, là où personne ne va, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus, absolument. Parce que donc là, vous êtes allé en Mauritanie avec cette amie et vous vous êtes rendu compte que l'Afrique, vous plaisait énormément et vous vous êtes installé au Sénégal dans un premier temps, où vous avez ouvert un dispensaire gratuit et c'est là que vous avez vraiment commencé à vous ancrer en Afrique? C'est ça. Mais quand je suis partie en Mauritanie, je suis partie toute seule, sac à dos, ne connaissant absolument rien. Je savais même pas où se trouvait la Mauritanie. Il a fallu que je regarde sur un un atlas, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, comme maintenant on peut en parler. Et c'est comme vous dites, c'est de là que tout est parti, quoi, voilà. Cette période du Sénégal était vraiment, assez fantastique, quoi. Là, je vivais dans un hameau, un petit village, et je vivais comme les femmes, absolument. Je m'habillais comme elles, je balayais les rues de sable, avec un balai en paille, je m'occupais des enfants, je m'occupais, voilà, comme les femmes. C'est là que j'ai appris l'Afrique, en fait. Et donc du coup, là, au Sénégal, est-ce que ça les a pas surpris quand même quand vous êtes arrivés et que vous êtes dit: «Bon, bah, moi, en fait, je m'installe ici»? Non, parce que, en Afrique, le principe de l'Afrique, c'est l'accueil. Donc quand je suis arrivée dans ce hameau, et que j'ai dit que je voulais m'y installer parce que ça m'avait beaucoup plu, eh ben, on m'a proposé un terrain, j'ai fait construire une case et j'y suis restée, 5 ans ou 3 ans, je sais plus. Et après j'ai déménagé, je suis allée dans une petite ville, où j'ai monté, comme vous avez dit, un dispensaire gratuit pour, je ne attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais j'aime soigner et je soigne depuis de très nombreuses années, mais je ne soigne pas les maladies. Je soigne les plaies, les brûlures et tout ce qui est infection et cetera. Parce que là-bas, ils ne savent pas faire et ils n'ont rien, surtout dans les brousses, quoi, dans les campagnes. Bien sûr. Et il me semble même que justement les brûlures, c'est devenu un petit peu votre spécialité. Est-ce que ça, il y a une origine particulière ou c'est juste arrivé sur le terrain, j'ai envie de dire? C'est arrivé, j'ai commencé à soigner sans le produit avec lequel je soigne maintenant, mais j'ai réfléchi il y a pas très, très longtemps, ça m'a sauté aux yeux comme ça. Pourquoi les brûlures, comme vous dites? Parce que j'ai une sœur qui est malheureusement décédée, qui a brûlé à l'âge de 4 ans pendant l'occupation. Elle n'est pas décédée, mais elle a été malade toute sa vie, et quand elle s'est brûlée, elle avait 4 ans et moi j'avais 10 mois. Donc toute mon enfance, en berceau, et ma petite enfance, j'ai dû baigner dans cette ambiance terrible de la brûlure de ma sœur, et je pense que ça m'a marquée inconsciemment,
et qu'un jour, eh bien, quand j'ai connu l'huile de ricin, puisque c'est avec ça que je soigne les brûlures, c'est une amie qui m'a soigné mon poignet qui était gravement opéré avec cette huile et maintenant j'ai plus aucun problème avec cette main, sauf que je viens de lui faire mal à moto, mais ça c'est autre chose. Et depuis, j'ai étudié, ça fait plus de 20 ans que j'étudie cette huile à travers des documents, des livres que j'ai trouvés et que tout ce que je soigne, je l'applique à moi avant et je vois les résultats. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Bah, merci beaucoup pour ce partage et j'avais noté aussi dans les anecdotes que, avec ce fameux dispensaire, au final, les gens venaient vous voir, aussi pour que vous preniez tout simplement, soin d'eux. Il me semble que des fois les dames, vous les soignez pas vraiment, mais vous mettiez, en place quelques parades pour juste leur faire comprendre: «C'est bon, j'ai bien pris soin de vous, tout va bien aller». C'est ça, je notais, le nom, chaque personne avait son petit carnet de soins, comme ça je savais, de quoi les personnes souffraient et il y a souvent des petites vieilles dames qui venaient me voir. Ah, elles avaient mal à la tête ou elles avaient mal au dos ou alors je leur donnais un petit comprimé tout à fait inoffensif et elles repartaient avec leur petit comprimé dans un petit sachet en disant: «Oh, j'ai eu mon petit comprimé». Elles étaient toutes contentes et puis pour parler aussi, bon, toutes ne parlaient pas français, mais j'avais ma petite femme de ménage, qui s'occupait de moi aussi et elle me servait de traductrice et je pouvais communiquer comme ça avec les gens et beaucoup de jeunes femmes venaient me parler parce que, elles avaient beaucoup de soucis personnels et elles avaient besoin de parler à quelqu'un. Donc j'étais là pour ça aussi et ça me plaisait beaucoup. Donc en fait, vous avez pu construire un lien ultra privilégié avec, ces femmes, j'ai l'impression. Ah complètement, j'ai une histoire fabuleuse, mais là, je vais pas vous raconter ça maintenant, c'était extraordinaire ça comme vous dites, c'était un lien tellement particulier, vraiment. C'est vrai que ça donne envie de creuser un petit peu plus, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous en toucher deux trois mots de pourquoi ça semble vous toucher autant? Ou qu'est-ce que vous peut-être un apprentissage que vous aimeriez transmettre, à l'audience de ce lien que vous avez créé avec ces femmes? Non, je vais vous raconter, ce qui s'est passé, assez rapidement. Dans mon dispensaire, un jour, une jeune femme arrive, très, très maigre, très grande, qui ne parlait pas français et qui voulait être soignée et qui me dit: «Je suis enceinte». Je lui dis: «Ah bon, tu es enceinte de quoi?» Donc ma petite femme de ménage traduisait parce qu'elle ne parlait pas et elle ne savait pas du tout de quel, mois elle était ni rien. Donc je l'ai soignée, je l'ai entourée, choyée, gâtée. J'ai très vite compris la différence entre pauvreté et misère grâce à sa famille et là, c'était vraiment la misère. C'était non seulement la pauvreté, mais la misère. En gros, elle a accouché, après elle est tombée gravement malade et après elle est décédée. Je me suis occupée du bébé un certain temps et puis ne pouvant l'adopter ni le garder parce que j'étais quand même, un peu j'avais plus de 60 ans à ce moment-là, je l'ai fait adopter par le gouvernement sénégalais et j'ai su ensuite ce bébé avait été adopté par une famille suisse très riche et ce bébé qui était né sur une charrette, traîné par un âne en allant à la maternité, elle a pas eu le temps d'arriver à la maternité. Chez les musulmans, le baptême a lieu seulement une semaine après la naissance. Donc pendant une semaine, on appelait cet enfant bébé charrette et puis, la maman m'avait dit: «J'aimerais bien que tu lui donnes un prénom», donc je lui ai donné le nom de mon papa et après il a été adopté donc maintenant j'aurais tellement aimé avoir des nouvelles. J'ai laissé une lettre à l'orphelinat parce qu'il paraît que les enfants adoptés reviennent souvent rechercher leurs origines. Peut-être un jour je le retrouverai. Enfin voilà, l'histoire de Bébé Charrette, c'est une magnifique histoire. Ben merci de nous la livrer, j'en ai des frissons et je vous le souhaite. Que j'allais vous demander, est-ce que vous avez pu rester en contact? Ça serait incroyable qu'il tombe, un jour sur cette lettre ou je sais pas, peut-être sur ce podcast, on sait jamais. Mais du coup, donc là, vous êtes, restés donc, très longtemps au Sénégal et est-ce que vous pouvez raconter à l'audience ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit: «Bon, ben, en fait, je vais quitter le Sénégal»? J'avais donc une maison, au Sénégal après ma case dans ce petit hameau et c'était une maison traditionnelle en pisé. Que j'avais toute, réaménagée à l'intérieur et modernisée et tout et puis un jour, au bout de 3 ou 4 ans, un côté de la maison s'est effondré avec la saison des pluies.
Moi, je n'étais pas là, c'était mon gardien qui s'en est occupé. Je lui ai dit: «Bah, écoute, tu vends tout ce qu'il y a dedans», à part ce que je lui disais de garder pour moi, mes affaires perso, et ça a été un signe pour moi. J'ai dit: «Bon, la maison est cassée, ça veut dire faut que je parte», et c'est là que je suis partie faire mon grand trek le long du fleuve Sénégal. Et pourquoi vous avez choisi à ce moment-là de partir marcher? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la marche qui vous a appelé, particulièrement? Ah, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un grand trek avec mon petit singe que j'ai élevé pendant très longtemps, mais je n'ai pas pu le réaliser avec elle. Donc j'ai dit: «Je pars toute seule», et pourquoi marcher? Je ne saurais pas dire exactement. C'était ce qui était le plus proche de moi, le plus proche de la nature, le plus proche des gens. Donc le Sénégal, je connaissais très bien. J'ai dit: «Je vais remonter le fleuve à pied», et puis j'avais entendu dire à la radio qu'il y avait un couple de Français, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle les Poussins, et qui ont fait de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte à pied. J'ai dit: «Bah, s'il y a des gens qui marchent, je peux le faire aussi». Voilà, c'est parti comme ça, en fait. Oui et puis c'est incroyable parce que, justement Alexandre Poussin est passé sur, le podcast. J'ai pu l'interviewer où on a parlé de son aventure en famille où ils ont, du coup fait le tour de l'île, de Madagascar en charrette et c'est vrai qu'on n'a pas encore, pu trouver le temps mais l'idée c'était d'interviewer sa femme aussi pour cette expérience, en Afrique donc c'est drôle de voir toutes ces petites, connexions. Et donc effectivement, vous êtes lancé à pied le long du fleuve Sénégal, c'est quand même 1 700 kilomètres. Donc il me semble que vous avez fait ça en plusieurs étapes? Alors j'ai partagé, en fait, le fleuve s'est partagé de lui-même en deux parties, parce qu'il faut savoir que le fleuve Sénégal lui-même, ce qu'on appelle fleuve Sénégal, il est formé par 2 affluents, le Bafing et le Bakoye, et le Bafing, c'est l'affluent principal du fleuve Sénégal. Donc il y a la partie de l'océan Atlantique jusqu'à Bafoullabé, la confluence des 2 affluents, et j'ai remonté l'affluent Bafing qui est l'affluent principal, et après j'ai remonté de lui-même le fleuve Sénégal lui-même, et j'ai marché donc 2 hivers. J'ai laissé passer la saison des pluies au milieu, et j'ai marché 2 fois 5 mois. Parce que je ne fais la course avec personne, je m'arrête, 8 jours là, 3 jours là. Quand je trouve un endroit, où je suis très bien accueillie, où j'ai la possibilité de parler, de discuter avec les gens, et le but de ces 2 treks, c'était pas l'huile de ricin à cette époque-là, c'était la protection des chimpanzés et la protection de l'environnement. Parce que la Guinée, entre autres, est le pays d'Afrique de l'Ouest où il y a le plus de chimpanzés, et on les tue, on les mange, on les vend, c'est absolument terrible. Donc je les défendais, voilà. J'ai expliqué aux gens comment faire pour partager les terres, partager, les maïs ou les sorgho, et l'utilité des chimpanzés aussi. Et ça, les chimpanzés, parce que vous parliez de cette, petite donc c'était une chimpanzé que vous avez élevée? Non, c'était pas une chimpanzé, jamais j'aurais adopté une chimpanzé. J'ai adopté ce petit singe, c'est une patasse. C'est un petit singe de l'Afrique de l'Ouest qui ressemble à un lévrier, et quand on me l'a apporté, c'était un bébé de quelques mois qui était blessé, toute blessée au ventre. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, les chasseurs tuent les mamans chimpanzés pour récupérer les bébés et les vendre aux touristes ou aux blancs ou aux hôtels ou aux restaurants, et cetera, voilà. Donc je l'ai gardé avec moi, je l'ai élevé, et ça sera tout un chapitre de mon prochain livre aussi. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi justement quand vous êtes partis, marcher, j'allais vous poser la question de pourquoi se dire: «Ah beh, tiens, je vais marcher» et avoir ce but de défendre, les chimpanzés. Donc même si elle, c'était pas une chimpanzé, je comprends mieux et tout à l'heure, je vous demandais quand vous étiez, au Sénégal, si les gens n'étaient pas surpris de vous voir là, comme ça, décider de vous y installer. Est-ce que quand vous êtes lancés dans cette marche, justement, ça a pas suscité aussi beaucoup de surprises, de se dire: «Bon, ben, voilà, une femme qui est toute seule comme ça à marcher», heu, sans vouloir non plus trop insister sur votre âge, mais peut-être que c'était quand même pas trop commun de voir, voilà, une femme de il me semble donc vous aviez 65 ans. À l'époque de marcher comme ça, toute seule, je suis curieuse, voilà, d'avoir la réaction des gens.
dans certains villages ou dans certains hameaux, les gens étaient persuadés que je venais de France à pied pour les visiter, leur rendre visite. Je leur ai toujours laissé croire ça parce qu'ils auraient été trop déçus et je leur expliquais que je marchais le long du fleuve pour les rencontrer, voilà. Ça, c'était et puis il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en Afrique, les cheveux blancs sont très respectés. Donc je n'ai jamais eu aucun problème, de ch on m'a jamais ennuyée, on m'a jamais embêtée, quoi. Ça a toujours été, très correct et même quand j'arrivais dans un village où je devais passer la nuit, heu, mais tout le monde se précipitait: «Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi», je savais pas qui choisir parfois. Ce qui est important dans une marche comme ça, c'est pas tellement le but, c'est le chemin pour y arriver. C'est surtout ça. Parce que sur le chemin, bah, c'est tout ce qu'on vit, c'est tout ce qu'on rencontre. On arrive au but et on n'y arrive pas, mais tout le chemin qu'on a parcouru. Mais, pour répondre à votre, interrogation, je n'ai jamais cherché à prouver quelque chose, ni à me prouver à moi-même. Beaucoup de personnes m'ont dit: «Oh mais tu as quelque chose à te prouver», j'ai dit: «Non, j'ai rien du tout à me prouver». J'avais envie de marcher, de rencontrer les gens et de défendre les chimpanzés, voilà. C'était surtout ça. Et est-ce que vous avez eu des challenges ou des galères en particulier sur, ce trajet? Sur cette aventure, pardon? Il y en a eu beaucoup. Heu, Ça n'a pas été tous les jours une partie de plaisir. J'ai une amie médecin malheureusement décédée maintenant, qui a lu mon livre. J'appréhendais son avis parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire et elle m'avait dit: «Mais tu as beaucoup souffert» et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert physiquement et psychologiquement. Tous les voyageurs, que ça soit à pied, à cheval, à moto, en solitaire, souffrent un jour et de solitude, se posent des questions: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» et oui, c'est surtout ça. Qu'est-ce Pourquoi être parti comme ça en solitaire, si loin, si loin? Et surtout, tous et toutes, on passe par des périodes de déprime. Moi, j'ai eu des périodes terribles, terribles de déprime, en plus, quand vous marchez sur des pistes où même pas un vélo à peine peut circuler, en le poussant, j'ai aucun moyen ni de reculer, ni d'aller à droite, ni d'aller à gauche. Il faut avancer, de toute façon. Et là, j'ai une jolie phrase: «Marcher, c'est une autre manière d'être libre». Parce qu'en fait, tout ce que j'ai pu rechercher, je pense, dans ma vie, c'est la liberté. J'ai toujours été un peu rebelle et un peu anarchiste et il y a Bernanos qui a écrit: «Le seul inconvénient des défis, c'est qu'il arrive parfois qu'on les relève» et ça, c'est tout à fait moi, quoi. Il y en a une autre personne, je sais plus quel écrivain a dit, hem: «Il ne savait pas que c'était impossible, mais il l'a fait quand même». Quelque chose comme ça et c'est Saint-Exupéry qui a dit, je ne sais pas si je l'ai là, oui, et Saint-Ex a dit: «Ce qui sauve, c'est de faire un pas, encore un pas, c'est toujours le même pas que l'on recommence». C'est ça, on est obligé un pas, un pas, un pas. Ça, c'est je l'ai vécu, mais pendant 1 700 kilomètres, quoi, cette phrase, complètement. Oui, parce que vous auriez pu choisir de dire: «Bon, bah, là, j'en ai marre» et merci quand même aussi d'aborder cette notion d'avoir eu des phases de déprime parce que des fois dans tous ces récits, pardon, d'aventuriers où on se dit: «Ah mais voilà, tout était parfait, tout était rose». J'aime bien que dans le podcast, justement, on aborde cette notion aussi de, beh, dans au cours d'une aventure, il peut y avoir ces moments un peu plus down où, voilà, on se dit: «Qu'est-ce que je fous là? J'ai envie de tout quitter» et ça rend plus humain, je trouve, quand même ces aventures, Exactement. Puis il y a les maladies. Moi, j'ai eu 2 crises de palu quand même, dont une avec, la fièvre typhoïde en même temps. Il faut Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, c'est encore une aventure extraordinaire où il a fallu venir me chercher en brousse avec un 4x4 et je me suis retrouvée à l'hôpital au Mali, dans un hôpital absolument incroyable et j'avais heureusement un ami, docteur en pharmacie à Acaï justement, qui m'a absolument donné tous les médicaments, les perfusions, tout neuf quoi. C'était pas pour en deuxième main, ce qui est à craindre dans les hôpitaux en Afrique. Voilà et je m'en suis sortie comme ça, pas trop mal quoi.
Et est-ce que vous savez s'il y avait quelque chose justement qui, enfin ce qui vous poussait à continuer à chaque fois? Est-ce que vous vous rattachiez à quelque chose, pour vous dire: «Bon bah allez», justement comme vous citiez, «allez un pas de plus, encore un pas de plus», ou c'est peut-être juste, votre force de caractère? Il y a un peu tout ça, mais comme je vous disais, quand on est sur un chemin qui est large comme, 2 pas, vous avancez parce que reculer, c'est pas possible. Revenir sur ses pas, c'est absolument impossible. À quoi ça sert? De toute façon, il faudrait que je fasse des centaines de kilomètres et puis il y a pas de route, il y a personne, quoi. C'était dans des endroits terriblement isolés et personne j'ai rencontré, c'était en Guinée, en Moyenne Guinée, oui, en Moyenne Guinée, dans un hameau, une femme guinéenne qui n'avait jamais vu de blanc. Alors quand elle m'a vue arriver, dans l'enceinte de sa concession là, avec mon chapeau, mes tongs, mon pantalon panthère et mon t-shirt, elle est partie en hurlant tellement elle a eu peur de me voir. Donc j'ai dû ressortir de l'enclos puisque les hameaux sont ceinturés d'épineux pour pas que les animaux rentrent et j'ai dû ressortir et attendre sous un arbre que les hommes arrivent. Parce qu'il y avait pas d'hommes. Les hommes sont à la pêche, dans les champs ou à la chasse et quand ils arrivaient, bon ben là, j'étais sauvée, quoi. Je parle avec l'imam, je parle avec les instituteurs ou le chef de village, donc là, ça va. Mais là, les femmes sont apeurées quand elles me voyaient, certaines, hein, pas toutes, mais là, c'était incroyable. J'ai encore cette image que j'oublierai jamais. J'arrive à l'imaginer. Et j'imagine que vous avez traversé des centaines de paysages, différents, mais est-ce que vous pourriez nous décrire, voilà, quand vous repensez à cette aventure, est-ce qu'il y a des images qui reviennent en particulier de paysages que vous pourriez peut-être décrire à l'audience? Comme j'ai traversé, 3 pays, la Mauritanie, le Mali et une partie de la Guinée, c'est très différent, effectivement et de d'observer la nature autour de moi m'a beaucoup aidée pour avancer. Par exemple, quand je voyais une forêt, je savais qu'il pouvait y avoir un village. Parce que j'avais pas de carte évidemment, j'avais un seul GPS avec lequel je pouvais faire le point avec les étoiles. On m'avait appris et j'avais une carte, mais rudimentaire de la Guinée. À l'époque, il y en avait pas quoi. Maintenant, on a tout ce qu'il faut sur internet. Mais en 2007 et 2008, j'ai jamais trouvé beaucoup de détails. Et donc je me fiais beaucoup à ce que je rencontrais au niveau des paysages, comme vous dites. Bon, en Mauritanie, il y avait pas grand-chose puisque c'était très désertique. Le long du fleuve, il y avait des cultures, mais c'était pas du tout la même chose. Après le Mali, beaucoup plus vert, beaucoup plus de villages, mais c'était plat. C'est en Guinée que là, ça s'est un peu corsé parce qu'il y avait des montagnes, heu, très différents et chercher l'eau aussi, de l'eau, moi je pouvais pas transporter des litres d'eau. Donc ça a toujours été, pas un problème. J'étais habituée à l'eau, à boire un peu toutes les eaux, n'importe lesquelles, je n'avais pas de filtre. J'avais des comprimés soi-disant qu'on met dans un litre d'eau. Eh bien, quand vous crevez de soif, vous mourrez de soif, vous avez un litre d'eau qu'on vous donne qui vient du puits ou du marigot ou du fleuve, vous mettez un comprimé dedans, il faut attendre 1 heure avant de boire. Alors, 1 heure, 3/4 d'heure, une demi-heure, un quart d'heure, vous n'attendez jamais le dernier quart d'heure, vous buvez. J'ai eu la chance de jamais être malade. Ça, c'était incroyable quand même. Ça l'eau, bah, je me suis vaccinée, je pense, pendant ma première traversée du désert quand j'ai fait mon premier voyage en Mauritanie. Ça a été quelque chose d'incroyable et là, j'ai bu vraiment un fond de bidon, rouillé parce qu'il y avait rien d'autre à boire et quand vous mourrez de soif, je crois que vous buvez n'importe quoi. Ça a dû me vacciner jusqu'à aujourd'hui, quoi, parce que j'ai jamais eu de maladie, due aux intestins, due à l'eau, j'ai jamais attrapé de maladie dans l'eau parce que je me lavais dans les marigots. Ce qu'on appelle des marigots, c'est comme des petits étangs, sans eau courante vraiment, quoi, un peu stagnante même. Voilà, moi j'ai beaucoup de chance de ce côté-là, c'est de pas avoir chopé, de graves maladies. Donc si je résume, vous avez vu beaucoup de verdure, des montagnes, du sable, donc vraiment tout un panorama. Et si vous deviez choisir un mot
Pour chacun de ces 3 pays, quand vous pensez à la Mauritanie, quel est le mot qui vous vient par rapport à votre expérience là-bas? Tempête de sable, parce que marcher, dans la tempête de sable, c'est pas facile. J'imagine. Mais en fait, vous aviez juste un sac à dos et vous alliez en fait loger, dans les villages que vous croisiez, vous étiez pas trop chargés non plus? Je pouvais pas me charger à cause de mon dos et j'avais vraiment le minimum et j'avais surtout pas mal de pharmacie, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver justement. Je m'étais juré de ne pas soigner les gens. Parce que je peux pas soigner, sinon ça va très vite. On le dit d'un village, à un autre village et puis moi je m'en sortais plus. Mais j'ai soigné une ou 2 personnes, quand même en cours de route qui étaient vraiment qui avaient besoin de quelque chose, quoi. Mais ça n'était pas mon but de soigner les gens. Je comprends. Et le Mali? Alors le Mali, il y a eu un événement extraordinaire. Je suis arrivée dans un village et là, il y a eu une grande fête organisée pour moi, un grand bal le soir et ça et là on m'a baptisée Fanta. En Afrique noire, je m'appelle Fanta Sangaré et en Mauritanie, je m'appelle Dargela. Ça a une signification particulière l'un ou l'autre? Alors Dargela, ça veut dire: «La gloire lui appartient». J'ai su ça des années après, hein, j'ai pas su ça sur le moment. Ça, c'est toute une aventure encore qui m'est arrivée ce jour-là et Fanta, non, je c'est un nom commun au Mali et bah, au Maroc, on m'a pas baptisée donc ça va. Donc le Mali, le mot ça serait? Le mon baptême, Et pour la Guinée? les chimpanzés. C'est ça, ouais, je pense, oui. La Guinée que je connais très, très bien pour y avoir vécu, pas pendant mes treks, mais ultérieurement, c'est un pays très, très vert, où il y a aussi des parties, désertiques, mais il y a des montagnes, il y a le Fouta Djallon, entre autres. Ça, si un jour vous voulez voir quelque chose de magnifique, je l'ai visité après, j'ai fait des treks là-bas après. Il y a des montagnes, c'est à 1000 mètres d'altitude, vous n'avez jamais trop chaud. Il y a tous les fruits, fleurs que vous pouvez imaginer, c'est des cascades gigantesques, c'est exceptionnel. Le Fouta Djallon, c'est très beau. Incroyable. Et donc pour cette aventure, vous avez écrit un livre, vous en parliez donc «Le mystère du Thiopédie, à la recherche des sources sacrées du fleuve Sénégal» et donc si j'ai bien compris, vous aviez quand même cet objectif d'aller trouver ces sources? Oui, quand même parce qu'on m'avait parlé de disons, comme je remontais le fleuve, je me suis dit: «Je vais aller jusqu'à la source». Ça me paraissait logique. Mais en fait, c'est bien plus mystérieux que ça. C'est pour ça que ça s'appelle le mystère du Thiopédji. Ne cherchez pas Thiopédji sur internet, ça n'existe pas. C'est un lieu-dit où il y a les sources sacrées du fleuve Sénégal. Je raconte ça dans mon livre évidemment et j'ai eu la chance de voir les vraies sources du fleuve Sénégal. Si vous y allez vous, en tant que touriste, on va vous faire voir ce que j'ai vu la première fois, un rocher moussu où il y a pas une goutte d'eau et on vous dit: «Ah, c'est là la source du fleuve Sénégal». C'est faux. Les sources du fleuve Sénégal, il faut être introduite, il faut être moi j'ai dû retourner 3 années d'affilée après mes treks pour me faire adopter par les gens du village, recevoir une initiation et avoir le droit de voir les sources du fleuve Sénégal. Incroyable. Ouais, ouais, ça a été très, 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 très fort ce voyage. J'ai eu une initiation contre les serpents. Entre autres et ah oui, quand j'avais cherché des renseignements sur la Guinée, avant de partir, la Guinée, outre les chimpanzés qui sont très nombreux, c'est là aussi qu'il y a le plus de serpents venimeux, en Guinée et moi qui ai, comme beaucoup de gens, horreur des serpents, j'ai reçu une initiation et oui, ben voilà, j'ai reçu une initiation et je n'ai jamais vu ni la queue ni l'ombre d'un serpent. Donc il faut croire que ça fonctionne. Alors est-ce que ça me rendait aveugle? Ben non. Est-ce que je ne voyais pas les serpents? Ben non, j'en voyais pas. J'avais un ami, anthropologue qui m'avait dit: «Fais attention, il y a des serpents verts qui sont dans les arbres, dans les forêts et qui se laissent tomber quand il y a quelque chose de chaud qui passe en dessous, animal ou humain». Alors moi je relevais mon col de t-shirt, je baissais mon chapeau, mais jamais personne n'est tombé sur mon dos, Dieu merci. Quelle horreur! Oui, effectivement, je faisais la grimace, parce que je fais partie de ces gens-là aussi, qui ne sont pas particulièrement fans.
Mais en fait, quand vous dites initiation, c'était plutôt une sorte de rituel, des j'imagine des incantations, ce genre de choses-là? Non, non, c'est ça je peux pas en parler parce que les initiations, je n'ai pas le droit de les révéler et vous savez quand on vit pendant 25 ans en Afrique, bah, moi je crois à ce qu'on me dit. Pas déroger à ça et tromper ce dont on m'a fait profiter. Oui, oui, bien sûr et je respecte totalement, mais voilà, donc c'est quelque j'imagine quelque chose, voilà, d'assez mystérieux, on dira, en tout cas pour ces initiations. Je peux vous dire, par exemple, pour l'initiation contre les serpents, c'était un pêcheur bozo, du fleuve Niger qui était par hasard là où je me trouvais et qui m'a dit, il m'a fait dire parce qu'il parlait pas français: «Est-ce que la femme là, elle voudrait pas une initiation contre les serpents?» Quand on m'a dit ça, j'ai dit: «Bah oui, pourquoi pas, hein». Donc il m'avait dit: «Tel jour à telle heure, tu iras dans la forêt, tu feras ça, ça et ça». Et voilà, donc tel jour à telle heure, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire et j'ai pas vu de serpent pendant et c'était une initiation qui a duré 5 ans. Pendant 5 ans, je n'ai pas vu du tout de serpent. Les premiers que j'ai revus après, à la fin de cette initiation qui a duré 5 ans, c'était des serpents en Inde. C'est là que j'ai retrouvé les serpents. C'est fou. Et ça, c'est vrai, c'est peut-être une question que j'avais, qui, du coup, enveloppe peut-être, on va dire toutes vos aventures en Afrique, mais, cette, dimension un petit peu plus, je saurais même pas quel mot mettre, pour, pas froisser qui que ce soit, mais voilà, toute cette dimension assez mystérieuse, qui va varier, j'imagine suivant les pays, les cultures, on pose plein de mots dessus, mais, j'imagine que ça a été très présent du coup sur, toutes ces années. C'est très, très mystique, l'Afrique, hein. Moi, je connais pas j'ai pas approfondi la question, j'ai écouté ce qu'on m'a raconté, j'en ai tiré, des leçons. Par exemple, en Mauritanie, bon, bah, c'est l'islam. Voilà, donc là, je vais pas parler de l'islam, mais c'est la notion dominante de l'islam qui a toujours évidemment des côtés positifs et négatifs. Au Mali, c'était, mélangé. Au Sénégal, par contre, ça, c'était les animistes surtout, islam et animistes. Au Mali, c'était un islam tolérant, heu, oui, très tolérant et puis en Guinée, alors là, je crois que c'est le top de ce que j'ai pu rencontrer et connaître, c'est le mysticisme et très négatif, très négatif. Heu, Tout le monde veut faire du mal à tout le monde, on va voir le marabout pour jeter un sort. Enfin, c'est très, très comme ça, quoi et j'exagère pas parce que j'ai vécu des trucs incroyables là-bas aussi. Waouh, donc c'est effectivement très présent, oui, tout ça. Très fort, oui, oui, dans chaque pays et je vous dis, moi, j'ai survolé ça, j'ai pas voulu rentrer et j'avais pas l'envie, ni le temps de trop approfondir ça. Il faut vivre assez longtemps dans un pays. Par contre, j'ai vécu aussi, en Mauritanie, tout au long des années jusqu'à c'est la première année cette année, où je ne suis pas allée en Mauritanie. Pratiquement tous les ans, j'y ai même habité plusieurs semaines ou mois. J'adore la Mauritanie, mais c'est invivable pour un on peut pas vivre en Mauritanie, c'est très, très dur. Mais j'aime bien, les Mauritaniens, la Mauritanie, le désert, la mer, l'océan et tout ça, il y a c'est assez fantastique aussi. Et du coup, là, on arrive à la conclusion de cette première partie d'aventure en Afrique. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que vous êtes sentie, différente, avec, voilà, toute cette, recherche, de sources aussi, tout voilà, tout ce chemin parcouru, comment vous pourriez le résumer? Disons que, comme c'était pas ma première expérience de marche, parce que j'en avais fait d'autres, quelques-unes avant, j'avais fait l'ascension d'un volcan au Mexique, j'avais fait une partie du Grand Canyon du Colorado aux États-Unis, la falaise de Bandiagara au Mali aussi, avant la guerre. Ça m'a donné ça m'a donné, comment dire? La force de continuer dans ma vie et je m'aperçois que les gens qui me connaissent, qui lisent mes aventures, eh bien, ça leur donne de l'espoir aussi. Beaucoup d'espoir, d'envie de re de se rebouger, de sortir de leur petite zone de confort. «Ah bah, elle l'a fait, pourquoi on peut pas le faire?» Et ça, c'est pour moi, c'est très, très, très agréable de savoir que je donne cette notion d'espoir et de liberté surtout.
ça s'est déroulé ensuite pour, vous dire: «Bon, ben, je» où est-ce que vous vous êtes posés pour ensuite, vous dire: «Voilà, à 80 ans, beh, je vais me lancer dans une nouvelle aventure»? Ah ben, entre les 2 il s'est passé quand même quelque chose, c'est que après mon à la fin de mon trek, du fleuve, la remontée du fleuve Sénégal, je suis partie en Inde pendant 4 ans. Donc ça a été encore autre chose, mais pas tellement d'aventure. J'ai pas mal voyagé, visité, là, c'était plutôt du tourisme, si on peut dire, pour visiter cet immense, pays qui est grand comme un continent et mais j'y travaillais avec mon fils, donc c'était différent là-bas. Alors quand je suis revenue, d'Inde, Heu, oh bah, j'ai loué une maison avec mon fils entre autres, après je suis partie. Je ne pouvais pas rester là, j'avais envie de bouger, toujours, j'ai toujours eu envie de bouger. Donc j'en parlais avec un ami qui a fait X fois le tour du monde, par des transports, divers et variés et je lui disais: «Quand même l'âge, il avance là, faudrait peut-être que j'aille un peu plus vite que la marche». Et lui, il me dit: «Mais tu qu'à prendre une mobylette». Je lui dis: «Attends, prendre une mobylette, c'est ridicule. Tu me vois sur les pistes africaines avec, une mobylette. Je vais acheter une moto». Voilà et c'est mon fils qui m'a offert ma mobylette pour mes 80 ans. J'adore et il me semble en plus que vous n'aviez jamais pris de cours et que l'initiation, là, s'est faite très rapidement? Oui, alors faut dire qu'avant bon, de par mon métier de danseuse et le cirque, j'ai toujours eu de l'équilibre, hein. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Mais, en Inde, je ne roulais pas à moto, je roulais à mobylette. Donc c'est des grosses assez grosses mobylettes, il y a pas de vitesse évidemment, mais la comment on appelle? La circulation est tellement intense dans ces villes. J'habitais à Pondichéry qui est une très grande ville aussi, il faut savoir circuler dans ces nombreuses et voitures, camions, tuk-tuk, mobylettes et il y avait des milliers de mobylettes. Donc là, j'ai appris déjà à pas mal me débrouiller au niveau de la circulation et quand j'ai acheté la moto pardon, j'ai demandé effectivement au concessionnaire à Dakar, de me montrer comment on passait les vitesses et puis où se trouvait le frein, un frein à pied, un frein à main, voilà. J'ai fait quelques tours dans la cour de la concession, il y avait de l'eau, je me souviens très, très bien, il y avait des mares d'eau, parce que c'était après la saison des pluies, c'était en octobre 2023, oui c'est ça. Et bon, puis après j'ai dit: «Bah, c'est bon, je peux y aller» et je suis partie. Et j'avais demandé quand même à un ami, sénégalais de prendre un taxi et de me guider jusqu'à la sortie de Dakar, qui est une ville infernale aussi au niveau de la circulation. Donc j'ai suivi ce taxi jusqu'à l'autoroute que je devais prendre. Et bon, après je leur ai dit au revoir et je suis partie sur l'autoroute. Allons-y, direction le Bénin. Incroyable et ça peut-être expliquer à l'audience, si vous le voulez bien, de, bah, pourquoi avoir choisi de repartir, en Afrique et ensuite, l'itinéraire que vous avez choisi? Alors, je connaissais assez bien l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le golfe de Guinée, ça s'appelle, et qui comporte bien je pense que ça commence au Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. J'avais fait un certain nombre de ces pays mais il me manquait 3 pays. Il me man Bon, sans parler de la Sierra Leone et du Libéria qui sont très compliqués et souvent, en interdiction d'y voyager. Mais je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire, ni le Ghana, ni le Togo. Je connaissais le Bénin déjà. Donc j'avais dit: «Il faut que j'aille jusqu'au Bénin pour traverser ces 3 pays». Mon but, c'était donc le Bénin, Dakar-Bénin. C'était mon premier er raid moto, c'était ça. Et après, une fois arrivé au Bénin, à Ouidah, au sud du Bénin, eh bien, j'allais pas laisser ma moto ni la revendre. J'ai dit: «Il faut que je rentre à moto» et je suis rentrée en France avec cette moto. D'où donc 19 000 kilomètres, 11 pays sur 7 mois, c'est bien ça? C'est ça. Et peut-être nous expliquer les pays où vous êtes le plus attardé, des coups de cœur que vous avez pu, avoir? Alors, bon, je connaissais très bien donc le Sénégal que j'ai fait en long, en large et en travers. J'y ai habité donc. Après, la Guinée-Bissau, ça a été hyper dur
que des pistes, des trous d'eau, j'ai dû me faire aider parce que je pouvais pas rouler. Je débutais, hein. En Guinée-Conakry, en Guinée-Anguille, j'ai me suis cassé une omoplate aussi. Donc là, il a fallu me rapatrier. Bon, ça, c'est une autre histoire. J'ai repris ma moto, donc la Côte d'Ivoire m'a beaucoup plu. C'est un pays très riche, mais les gens très, très sympathiques aussi. Mais le pays qui m'a le plus plu, c'est le Togo. J'ai vraiment eu, comme vous dites, un coup de cœur pour le Togo. J'y suis restée une quinzaine de jours dans une famille qui m'a accueillie. Il y a des montagnes, il y a la chaîne de l'Atakora qui traverse, cette partie en travers donc et le mont Agu, je crois, oui, des forêts fabuleuses dans lesquelles pousse tout ce que vous pouvez imaginer, depuis les cacaoyers, les avocatiers, les ananas, les manguiers, il y a tout pousse dans ces forêts, c'est extraordinaire. Donc j'ai beaucoup aimé ce pays, voilà. Le Ghana m'a pas trop, trop plu. La Côte d'Ivoire, c'était intéressant. J'ai pas tout visité parce que c'est immense. Heu, voilà. Tout à l'heure, quand je vous demandais, est-ce que ça a pas surpris les gens quand, voilà, vous étiez, à pied, comme ça, arrivés dans des villages? Là, je me dis, quelques années plus tard, là, vous choisissez la moto et vous débarquez dans des villages, toute seule sur votre moto. J'imagine que ça a aussi suscité énormément de réactions. Alors là, c'était complètement différent parce que marcher et rouler à moto, ça n'a rien à voir. Marcher, on est directement au contact des gens. Avec mes pieds, je pouvais aller n'importe où, tandis qu'avec la moto, je ne pouvais pas aller n'importe où. D'abord parce que je n'avais aucune expérience, je ne pouvais pas, m'aventurer dans des petits chemins de forêt ou de brousse, où je serais évidemment tombée et il y avait personne pour me relever. Donc je ne suis pas allée vraiment dans les villages. Heu, quelques-uns parce qu'au bord des routes, il y a forcément certains villages. Mais ça n'a pas été du tout, du tout, du tout le même contact, avec mon expérience de la marche. J'ai rencontré beaucoup de gens dans les villages ou les petites villes, dans les petits restaurants où j'allais, ça c'était intéressant. Les hôtels, moi je vais toujours dans des petits hôtels, je vais pas dans des grands hôtels luxueux. Je vais toujours dans des petits hôtels et là on rencontre aussi des gens, du pays, très sympathiques avec qui on peut discuter. Heu, oui, c'est surtout ça. Est-ce que là, il y avait des challenges du coup, différents, j'imagine, par rapport à l'autre aventure? C'était un peu, oui, je devais arriver alors là, j'ai roulé pour arriver à mon but, le Bénin. Ça, il fallait que j'arrive là, c'était mon premier but. Donc j'avais des routes qu'on m'avait indiquées, je savais où passer les frontières, heu, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes de passage de frontières. Je me suis arrêtée, pas dans tous les pays, mais dans quelques pays où j'ai pu soigner des brûlures et expliquer aux comment on les appelle? C'est des Ce ne sont pas des infirmiers, mais enfin, on les appelle des infirmiers. Je leur ai expliqué comment soigner les brûlures. Ils étaient tous très intéressés d'ailleurs et oui, c'est ça, le but, c'était d'arriver au Bénin et puis après mon deuxième raid, c'était, Ouidah au Bénin jusqu'à Sète en France, c'est Castres, là où j'habite. C'était surtout ça. Mais en tout cas, voilà, votre mission a quand même réussi à s'insérer, à quand même aider les autres, au cours de cette aventure et peut-être nous toucher quelques mots sur, votre quotidien à moto parce que j'imagine que c'était toute une organisation, différente. Il y a tout ce côté, mécanique, ce côté physique qui est quand même aussi, assez différent. Donc est-ce que vous pouvez nous en toucher deux trois mots? Alors ce qui a été très compliqué, c'est que j'ai acheté le matériel pour, la moto en France, en commandant sur internet, des sacoches, je me suis un peu renseignée, un sac de sel, un sac de réservoir, enfin il a fallu tout que j'improvise, mais ma moto était à Dakar, donc je n'avais pas la moto. Quand j'ai acheté la moto, j'ai passé quelque temps chez des amis sénégalais pour installer mon matériel justement et le remplir. Et c'était ça la question incroyable, c'est qu'est-ce que j'emporte? Qu'est-ce que je n'emporte pas? Quel climat est-ce que je vais rencontrer? La pharmacie, alors là, j'ai emmené pas mal de petites bouteilles d'huile de ricin pour tous les pays que j'allais traverser et ça a été assez
difficile parce que je suis partie dans l'idée de camper par moment. Donc j'avais la tente, j'avais un petit camping-gaz, j'avais une casserole, un bol, une cuillère, le minimum, quelques provisions dont je n'ai jamais eu besoin. Parce qu'en fait, j'ai jamais campé. Enfin, pour camper toute seule, c'est quand même un peu difficile dans des pays qu'on ne connaît pas et il aurait fallu que je sorte carrément de la route pour aller en forêt, comme je vous disais, ou dans des prés ou dans et ça, je ne pouvais pas le faire seule. Donc je n'ai jamais campé une seule fois. Après, je me suis débarrassée de tout ça et et maintenant là, pour mon prochain raid, je sais exactement ce qu'il me faut. Et physiquement, c'était pas trop éprouvant de faire, toute cette route, seule? Vous avez pas eu de trop de galères de moto? Aucune galère. J'avais une moto absolument très fiable, c'était une 125 Yamaha que j'ai toujours, enfin elle est un peu cassée en ce moment. Heu, je n'ai jamais eu aucune panne mécanique. Aucune. Aucune, aucune. Je faisais les révisions tous les 3000 kilomètres comme on m'avait recommandé. Ça, ils savent faire en Afrique. Retendre la chaîne, la nettoyer, la graisser de temps en temps, bon, ça pas de problème. Hem, pour moi personnellement, je ne suis jamais fatiguée. Et jamais, le mot fatigue, je ne connais pas. Je peux dire: «J'en ai marre», je m'arrête parce que bon, ça suffit aujourd'hui, mais c'est pas une fatigue physique. C'est un peu une lassitude ou que je dis: «Bon», je ne roulais jamais après 3h30, 4h de l'après-midi parce que il fait nuit très tôt en Afrique. À 6h30, il fait nuit. Donc il fallait que j'aie le temps de trouver un hôtel, manger quelque part un petit truc, ou aller faire 3 courses. Heu donc je roulais en général de 8h du matin à 3h de l'après-midi en m'arrêtant, heu, toutes les heures et demie à peu près pour boire un coup, manger un petit truc, me reposer, enlever mon casque qui me serrait la tête, voilà. J'ai eu des galères de casque, oui, pas mal. Mais j'avais un bon équipement quand même, une veste de moto, sérieuse, des bottes de moto, homologuées, un casque aussi, voilà. Donc mais des galères mécaniques, rien du tout, jamais. Jusqu'en France, hein. Et à l'heure actuelle, je n'ai encore jamais eu une panne, à part mon accident, mais c'est pas une panne. Quand vous y repensez aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cette grande aventure, à moto? Que j'ai envie de continuer. De toute façon, malgré ce qui vient de m'arriver là, pas très grave du tout pour moi, mais pour la moto, c'est autre chose, mais que je vais repartir, ça c'est sûr, parce que je n'ai qu'une envie, c'est et je l'ai dit dans plusieurs de mes interviews et même à la télé quand je suis passée à la télé à France 2 là. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'amuser, de me faire plaisir, de rire et de transmettre aux gens cette joie de vivre qu'on peut avoir à n'importe quel âge, dans n'importe quelle circonstance. Là, je roule à moto, mais ça peut être en dansant, ça peut être en dessinant, en marchant, bien sûr, heu, pour moi, c'est actuellement la moto et je vais continuer comme ça tant que je pourrai. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, et que je donne toujours en conclusion: je roule pour devancer le temps avant qu'il ne me rattrape et ne m'anéantisse. Voilà, c'est ça exactement et tant que je pourrai le devancer, je roulerai. Et ça justement sur cette, notion de temps, il me semble que vous avez aussi abordé dans d'autres interviews, cette notion de prendre soin de soi, qui est quand même aussi hyper importante, dans le cœur de du podcast, où en fait votre forme physique est devenue un peu une priorité absolue, où on se demande si c'est, parce que vous êtes en forme que vous vous lancez dans ces aventures ou si c'est parce que vous faites ces aventures que ça vous donne cette forme et cette énergie? Je ne saurais répondre parce que les 2 sont totalement liés. Heu, j'essaye de garder la forme le plus que je peux, malgré tous les petits bobos que je peux avoir comme tout le monde. C'est ce qui me pousse à continuer. Je fais de la musculation quand je peux, pas en ce moment évidemment, mais je marche, je me promène, heu, j'essaye de rester en forme pour pouvoir continuer cette aventure moto le plus longtemps possible. Et qu'est-ce que vous diriez peut-être aux personnes, qui commencent à vieillir un petit peu, qui ont peut-être un peu trop de fatigue ou justement ces petits,
bobo. Alors pas que je minimise, du tout, hein, j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui ont des douleurs, des gros problèmes de santé. Mais qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre, par exemple, à eux, pour leur dire: «Mais ne prenez pas votre âge pour un frein et continuez à rêver grand, en fait»? C'est ce que je ressens et que je reçois comme, message dans les milliers de retours que je peux avoir. Heu, bon, le sport, ce n'est pas forcément facile. On n'a pas tous des dispositions pour faire ce que je fais, même si c'est à mon petit niveau de motarde. Mais on peut bouger de 1000 autres façons, comme je vous le disais. Ça peut être, intellectuellement, physiquement. Il faut pas se laisser aller du tout. Il faut vraiment bouger sa tête, son cœur et son corps. Absolument. Et c'est là qu'on en plus, ça donne bon moral, de se rendre compte que finalement, beh, on peut encore faire quelque chose. Ça donne bon moral et ça permet de voir la vie devant, parce que la vie n'est jamais terminée. Il faut continuer, il faut toujours, toujours avancer. Et pour les gens qui se sentent peut-être pas forcément encore concernés par, l'âge, par le temps qui passe, est-ce que vous auriez un conseil là-dessus à leur donner? Parce que je me dis et moi la première, je me dis des fois: «Bon, ben ça je le ferai plus tard, ça pour plus tard dans ma vie, quand je serai à la retraite je ferai ci», ainsi de suite. Est-ce que vous auriez un conseil? Alors ça, c'est faux. Faut surtout pas raisonner comme ça, parce que demain, il sera trop tard. Avec toute la situation, que l'on peut vivre dans le monde entier, c'est pas seulement en France, hein. Moi, je connais pas la politique, j'écoute parfois des choses, mais je comprends rien du tout. Mais c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est pas demain, ni après-demain, ni quand je serai à la retraite. Non. Quand on en a la possibilité, vous avez 8 jours de vacances, bah, profitez-en pour faire une aventure. La vie, c'est une aventure de toute façon. C'est une aventure. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Donc si vous restez dans ça, coincé chez vous: «Ah ben non, oh non, j'ai pas envie, oh non, je peux pas, oh non, j'ai pas l'argent, oh, je suis pas en forme», bah, vous ne ferez rien et vous aurez des regrets. Moi, je n'ai aucun regret dans ma vie et il faut bien vous dire une chose, on m'a fait cette réflexion plusieurs fois: «Oui, vous avez la santé et puis il y a l'argent qui va avec». C'est 2 choses complètement fausses pour moi, en tout cas. J'ai une petite moto qui me coûte pas cher, elle consomme 1 litre au 100 kilomètres. Je l'ai achetée à Dakar parce qu'elle est moins chère. Je n'ai qu'une petite retraite, mais qui me permet de voyager là où je veux. Bon, je pourrais peut-être pas traverser l'Atlantique et puis aller, en Amérique du Sud parce que là, effectivement, il faut un autre budget. Mais on peut voyager, on peut faire des choses pour pas cher, quoi. Vraiment. Il y a pas besoin d'avoir, des trucs extraordinaires. Et aussi sur la peur, parce que je me dis peut-être que justement dans ces discussions-là, quelque chose qui revient, c'est peut-être les gens qui se disent: «Ah oui, mais j'ai peur de me lancer dans tel ou tel projet». Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a énormément de gens, qui ont peur. Peur de la vie, peur de la maladie, peur de mourir, peur de partir loin de chez eux, peur de laisser la famille, peur il y a 36 000 sortes de peurs. Je n'ai jamais eu peur personnellement. En Afrique, il y a plus d'animaux sauvages parce que beaucoup de personnes m'ont dit, «Ouais, mais tu as pas peur des animaux et tout ça?» Je dis: «Non». C'est ce que je raconte dans mes conférences et je passe des diapos sur les différents animaux que j'ai pu rencontrer. Bah, ils avaient tous plus peur que moi. Moi, j'ai jamais eu peur de ces quelques animaux. Ils ont tout tué en Afrique, en fait, tout est mort. Il y a plus d'animaux sauvages, sauf dans les parcs nationaux, où il reste encore des animaux. Mais des animaux sauvages à l'état sauvage, il y en a très, très peu, pratiquement plus. Peur des gens? Mais non. Comme je vous disais, ils respectent énormément les cheveux blancs. Je dis pas qu'une jeune fille de 20 ans aux cheveux blonds, aux yeux bleus, qui aurait fait ce que j'ai fait, ça serait peut-être pas passé de la même manière. Moi, je l'aurais pas recommandé à personne, d'ailleurs. Il faut déjà moi, j'avais quand même une expérience de plus de 15 ans d'Afrique. Je savais où je mettais les pieds, c'est le cas de le dire. En à moto, c'est exactement la même chose, malgré mes débuts à moto, je suis encore une jeune motarde débutante. Je progresse régulièrement. Bon, là, j'ai fait une erreur l'autre jour, mais bon, heu, il faut pas avoir peur. Ça pour moi, ça n'existe pas la peur. On peut avoir une certaine appréhension. Par exemple, moi, j'ai peur des serpents, mais je ne le dis pas, je fais ce qu'il faut pour pas me trouver nez à nez avec un serpent, heu la peur, c'est pas un joli mot pour moi et j'entends souvent des mamans qui disent: «Oh mais tu as peur, Vous savez quand je dirigeais mon école de cirque, les enfants à 4 ans, 5 ans faisaient du trapèze. J'avais un petit trapèze très bas,
bien, je les prenais dans mes bras pour les rassurer, ils tenaient le trapèze et après ils faisaient du trapèze. Mais: «Oh, il a peur!» Ah, mais non, il a pas peur, il a une certaine appréhension, c'est pas du tout la même chose. Quand on connaît pas, l'inconnu, ça fait peur, c'est vrai. Mais il y a moyen de passer par là-dessus, hein. Il y a beaucoup de moyens. Parce que vous dites, il me semble, dans une interview, si on a peur, on reste chez soi, donc c'est même pas la peine d'essayer, il faut en fait se bouger. C'est ça, le seul mot, c'est se bouger. Comme je vous dis, dans la tête, dans le corps ou dans le cœur, c'est ça qu'il faut faire, c'est se bouger, s'occuper des gens qu'il y a autour de soi. Déjà, ça vous fait sortir. Il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui ont besoin de tas de choses. Actuellement, là, avec cette chaleur, tous les gens qui sont tout seuls et tout ça, moi, je pense souvent à eux, hein, qui n'ont pas la chance d'avoir la clim ou un réfrigérateur, un ventilateur ou des maisons isolées, tout ça, c'est terrible. Mais il faut aider son prochain, il faut aider les autres. Je pense que c'est très, très important dans la vie. C'est aider soi-même aussi, un peu. J'ai jamais pris soin de moi vraiment, jamais. J'ai toujours aidé les autres. Maintenant, bah, j'essaye un peu, mais c'est difficile pour moi. Et justement, avec cette prochaine aventure que vous avez, en préparation, est-ce que ça va être l'occasion un peu de prendre plus soin de vous? Ça va être très différent de mes 2 premiers raids moto. Je vais partir faire le tour de la Méditerranée, en excluant les pays du Moyen-Orient où on ne peut pas passer et j'ai l'intention de passer au moins 15 jours dans chaque pays. Parce que là, les 2 premiers raids moto que j'ai faits, dans le golfe de Guinée, j'ai traversé les pays plus que visité, heu, il s'est passé quand même pas mal de choses, mais là, ça va être totalement différent. En plus de ça, comme j'ai des je sais pas si vous avez vu sur une certaine vidéo de Réel Média, j'ai plus d'1 million de vues sur ce réel et bah, maintenant j'ai des sponsors. Donc ça, pour moi, c'est ça me permet d'aller plus loin encore, d'avoir un meilleur équipement, je vais voir pour la moto, d'avoir des bagages beaucoup plus adaptés donc voilà, ça me permet cette chose aussi, personnelle, voilà, ça me fait du bien. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que avec cette histoire de moto, j'ai découvert un monde fascinant qui est le monde de la moto et des motards et des motardes. Je ne le connaissais absolument pas, c'était pas mon truc. Mais là, je dois dire qu'il y a une solidarité, une empathie, une entraide, extraordinaire. Quand je suis tombée l'autre jour, il y a 15 jours de ça à peu près, oui, tous les motards qui sont passés bon, j'avais des motards avec moi, qui se sont occupés de moi tout de suite, mais tous ceux qui sont passés sur la route se sont tous arrêtés pour demander s'il y avait besoin de quelque chose, si ça allait, si voilà, tous, tous. J'en ai vu vraiment beaucoup passer parce que c'était un dimanche, donc il y avait beaucoup de motards sur la route. Et c'est un monde absolument, bah, que j'adore et où j'ai ma place maintenant. On m'a toujours considérée, comme une motarde. On m'a jamais dit que: «Oh, toi avec ta petite cylindrée», non, pas du tout, pas du tout. Je fais partie de leur monde et ça, c'est très réconfortant pour moi. Un petit plaisir. C'est vraiment génial et donc là, on arrive à la fin de cet épisode et les gens qui écoutent le podcast, a priori, ce sont quand même des personnes qui aiment, voilà, l'évasion, l'aventure, les voyages et qui, voilà, qui sont passionnés, je pense. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire en guise de conclusion sur, voilà, en une ou 2 phrases qu'ils pourraient retenir de cet épisode et de cette rencontre avec vous, au final? La liberté, c'est quand même un grand moteur, de vie, s'occuper des autres et puis, ça donne de l'espoir aux gens, cette façon de vivre que j'ai et c'est ça qui m'a apporté à moi aussi beaucoup de bonheur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut bouger de n'importe quelle manière, mais il est temps de bouger. On n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps. L L'univers va trop vite, la vie va trop vite, la guerre va trop vite, tout va trop vite maintenant. C'est dramatique même par certains côtés. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut vivre, il faut avoir des projets surtout. Des rêves. Moi, j'ai pratiquement réalisé tous mes rêves, mais il faut avoir toujours un projet, même s'il ne se réalise pas.
c'est pas grave, c'est un moteur qui vous permet d'avancer dans la vie et de vous porter bien. Ben, merci beaucoup pour cette conclusion qui est juste, si touchante et qui va parler, je pense, à beaucoup de monde. Donc encore merci du fond du cœur, Doris, pour cet échange, Merci à vous. pour votre temps. Donc on a hâte de suivre, ces prochaines aventures. Donc je mettrai, le lien de votre compte Instagram et beh, peut-être à très bientôt pour raconter ces prochaines aventures, qui sait? Ben, c'est moi qui vous remercie, vraiment c'était très très chaleureux, très intéressant et j'espère que ce podcast vous apportera, hein, comme on dit, d'auditeurs. Mais encore merci à vous, Doris, et à très bientôt! Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Et ne partez pas tout de suite, promis, c'est pas une pub, je me répète, mais votre soutien est vraiment fondamental pour la suite des aventures de Good Visa. Alors si vous pouvez prendre une minute pour vous assurer que vous êtes bien abonné au podcast, que vous avez laissé, j'espère, 5 étoiles, et sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un avis, et sur Spotify, sur chaque épisode, vous pouvez laisser un commentaire, pareil sur YouTube et ainsi de suite. Vraiment, je compte sur vous. Merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.